Donc, bonjour à tous, auditeurs et internautes qui nous suivez sur le web, et bonne année. Et un merci tout particulier aux auditeurs qui ont réussi à venir aujourd'hui, encore malgré quelques difficultés de transport. Et donc, pour le premier cours de cette année 2020, nous allons parler de logique pour raisonner sur les programmes. Donc, on appelle les logiques de programmes. Et alors, quel genre de raisonnement on veut mener sur des programmes? Donc, on veut vérifier avec la rigueur d'une démonstration mathématique, donc pas juste en faisant tourner les tests, que le programme ou un fragment de programme, une fonction par exemple, se comporte bien. Alors, ça peut aller jusqu'à la correction totale. Le programme termine toujours et produit le résultat attendu. Parfois, on montre simplement la correction partielle. On ne montre pas que le programme termine, mais on montre que s'il termine, alors le résultat produit est bien le résultat attendu. Et puis il y a des vérifications moins ambitieuses, où on ne vérifie pas la correction du résultat produit, mais on vérifie des propriétés de robustesse du programme. En particulier, que le programme ne fait pas d'erreur à l'exécution, ne plante pas, ne termine pas trop tôt à cause d'une exception non gérée, ne fait pas fuiter d'informations confidentielles, ce genre de choses. Donc le programme ne fait rien de mal, disons. Alors, à première vue, une fois qu'on a une sémantique formelle pour le langage de programmation dans lequel est écrit le programme, on devrait pouvoir vérifier n'importe quel programme. D'accord? Puisque la sémantique nous décrit tous les comportements possibles, toutes ces exécutions possibles, en des termes mathématiquement précis, et après, il ne reste plus qu'à démontrer les propriétés attendues sur toutes ces exécutions. Alors, je vais vous faire une petite démo donc, qui utilise notre langage IMP et la sémantique qu'on a développée, sémantique opérationnelle qu'on a développée au premier cours. Donc voilà un programme très simple qui échange les valeurs de deux variables, x et y. Donc t reçoit x reçoit y reçoit t. Ça va bien permuter x et y. Et on peut caractériser le comportement attendu en termes de la sémantique opérationnelle de la manière suivante. Pour tout état initial S, il existe un état final S', tel que le programme swap xy démarré dans S termine, donc se réduit en skip dans un état final S'. Et cet état final, il est tel que la valeur de x à la fin, c'est la valeur de y au début, et la valeur de y à la fin, c'est la valeur de x au début. Donc on a bien échangé les deux valeurs. Bon, ben allons-y. Comment on montre ce genre de choses? Typiquement, on n'a pas trop envie d'expliciter le S' immédiatement, mais on peut laisser Coq le calculer avec ce qui s'appelle une variable d'unification. C'est un peu petit en bas, on va agrandir. Donc voilà, donc là, mon premier but, c'est de faire une séquence de réduction vers skip et un certain état S' qui va être déterminé en cours de preuve. Et essentiellement, ça consiste à appliquer des étapes de réduction en suivant la syntaxe du terme. Par exemple, ici, on a une séquence, on a une affectation à gauche d'une séquence que l'on réduit. Après, on a un skip à gauche d'une séquence que l'on réduit. Il vient apparaître à nouveau une affectation à gauche d'une séquence, réduction, un skip à gauche d'une séquence, enfin une affectation, et on a gagné, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un état skip, et donc l'état final est déterminé. Et alors l'état final, maintenant, il se retrouve ici dans le deuxième but. Alors, ça a l'air horrible, mais en demandant à Coq de simplifier un petit peu, ça devient trivial. D'accord. Voilà. Bon, donc finalement, c'était pas si dur. Alors, essayons un programme un tout petit peu plus complexe. Maintenant, il y a une boucle. Donc, c'est un programme qui, tant que x est strictement positif, supérieur ou égal à 1, décrémente x de 1 et incrémente y de 1. C'est une manière extrêmement inefficace d'ajouter x à y, en supposant x positif au début. Et donc, là aussi, on peut spécifier dans le même style. Alors là, maintenant, on a une précondition. Donc, dans l'état initial, il faut que x soit positif. Et à cette condition, il existe donc une séquence de réduction qui va nous amener à skip dans un état S' où y vaut la valeur initiale de y plus la valeur initiale de x. Alors là, la preuve est un petit peu plus difficile. D'abord, il faut faire une récurrence
pour contrôler le nombre de tours de boucle. Et donc, il faut d'abord trouver le bon principe de récurrence dans la bibliothèque standard de Coq, puisqu'il s'agit d'une récurrence sur les entiers, les entiers relatifs qui sont positifs. Donc, ce n'est pas un principe de récurrence primitif en Coq, mais on peut le trouver dans la bibliothèque standard. Et on obtient deux buts. Il y a le cas 0, où x vaut 0, le cas de base, où là, ce n'est pas très difficile. Il suffit d'exécuter symboliquement la boucle pour montrer qu'elle s'arrête. Et l'égalité arithmétique à la fin est assez simple aussi. Et puis, il y a le cas de récurrence qui, lui, est plus pénible parce qu'il faut arriver à utiliser l'hypothèse de récurrence. Pour ça, il faut quand même deviner l'état mémoire intermédiaire, celui après le premier tour de boucle, pour pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence dessus. Puis, enfin, faire l'exécution symbolique du premier tour de boucle. Alors, comme d'habitude, hein, c'est des séquences et des affectations, mais c'est juste un peu long. Et puis, finalement, se raccorder à ce que nous donne l'hypothèse de récurrence, et puis montrer l'égalité arithmétique. Bon, donc on y arrive, mais c'est quand même un peu pénible. Et on voit avec appréhension le moment où on aura un programme de plus de 3 lignes à vérifier ou qui contient plus de 2 boucles ou plus. Et on commence à se dire qu'on aurait besoin peut-être de principes de raisonnement d'un peu plus haut niveau pour nous aider à mener ce genre de raisonnement sur les programmes. Et alors, on n'est pas les premiers à ressentir ce besoin. Et le premier, au moins, qui a publié sur le sujet, c'est un certain Alan Turing, vous connaissez peut-être comme fondateur de la calculabilité, qui, en 1949, donc vraiment à l'aube de l'informatique moderne, publie une brève communication dans ce qui est un des tout premiers congrès d'informatique, la conférence inaugurale sur le calculateur EDSAC, l'EDSAC étant l'ordinateur programmable qui développait à Cambridge à la fin des années 40. Et alors que, j'imagine, les collègues de Turing étaient surtout obsédés par comment faire marcher le hardware de la machine, Turing, lui, voit déjà assez loin et se demande comment peut-on vérifier une routine, un morceau de programme, au sens de s'assurer qu'elle fait ce qu'il faut, et afin que la tâche ne soit pas trop difficile pour la personne qui vérifie, le programmeur devrait énoncer un certain nombre d'assertions qui peuvent être vérifiées individuellement et à partir desquelles la correction du programme tout entier va suivre. Alors, l'article a une histoire, enfin, donc il a été tapé à la machine, assez mal, d'ailleurs, il manque la moitié des symboles mathématiques, et puis ensuite oublié dans les archives de l'université de Cambridge pendant un certain temps, et enfin corrigé, remis en phage, commenté et republié par Morris et Jones dans les années 80. Et alors, c'est quoi la large routine de Turing? Le gros programme de Turing, c'est calculer la factorielle de n en n'utilisant que des additions. Donc vous avez deux boucles imbriquées, une boucle externe qui itère les multiplications, hein, x2, x3, et une boucle interne qui fait les multiplications en itérant des additions. D'accord? Et alors, donc écrit en C ou en Java, ça donne ça. Donc ce n'est pas un programme très compliqué, mais il y a deux boucles imbriquées quand même. Alors bien sûr, à l'époque de Turing, en 1949, il n'y avait pas de programmation structurée, donc juste des organigrammes et puis du code machine. Donc ça, c'est l'organigramme du programme, donc redessiné à partir de l'article de Turing. Et l'idée géniale de Turing, c'est de dire qu'à chaque point de programme, à chaque bloc de l'organigramme, on va associer un invariant logique. Donc c'est une relation entre les valeurs des variables qui doit être vraie dans toute exécution du programme. Alors, donc ça, c'est les assertions que Turing écrit. Alors, c'est un tout petit peu compliqué parce qu'on a des cases mémoire ici qui contiennent des quantités mathématiques là, à différents points de programme, A, B, C, D, E, F, G. Et les assertions sont faites sur les arcs. Donc, ils vont par exemple de A à B, ou de C à D, ou de C à E, etc. Et donc, le style plus moderne pour présenter ça, c'est juste d'annoter l'organigramme, le graphe de flow de contrôle, avec, sur les arcs, les assertions logiques. Et donc, vous voyez, par exemple, si on rentre dans le programme avec un n qui est strictement positif, et puis qu'on exécute le premier bloc ici, eh bien, on va bien satisfaire la post-condition, donc l'invariant qui est sur l'arc qui est en sortie ici, que R est plus petit que n, et U est la factorielle de R. Et cet invariant étant l'invariant de la boucle externe. Et on peut ainsi, enfin, ce qu'observe Turing, c'est qu'on peut ainsi vérifier de proche en proche que chaque précondition implique les post-conditions du nœud correspondant.
Et puis on arrive ici sur l'arc de sortie, d'accord, où la post-condition nous dit que si on sort, on a bien dans V la factorielle de n. Et donc on a démontré la correction du programme sans faire aucune récurrence, d'accord, juste par des implications locales. Voilà, et donc, comme d'autres idées géniales de Turing, elle est passée relativement inaperçue, elle a été oubliée pendant un petit moment, et réinventée ensuite, redécouverte, mais aussi généralisée par Robert Floyd, donc en 1967, dans un article important dont on a déjà parlé au premier cours, Assigning Meanings to Programs. Et donc, Floyd commence par vraiment réinventer l'idée de Turing, c'est-à-dire de prendre un organigramme, un graphe de flow de contrôle, et d'annoter les arcs par des assertions logiques et de montrer leur cohérence. Donc ça, c'est l'exemple de Floyd, qui est un peu plus simple que celui de Turing. Il s'agit de faire la somme des éléments d'un tableau. D'accord. Et alors, ceci dit, Floyd va plus loin. En particulier, il formalise que Turing. Il formalise les règles logiques qui relient les préconditions P et les postconditions Q des nœuds d'un organigramme. Donc les P, c'est les assertions qui sont sur les arcs entrants du nœud, et les Q, c'est les assertions sur les arcs sortants. Et par exemple, si vous avez un test conditionnel avec deux arcs sortants, celui de droite si c'est vrai, celui de gauche si c'est faux, eh bien, il faut que la post-condition dans le cas vrai, par exemple, soit impliquée par la précondition et par le fait que le test est vrai. Et de même, la post-condition dans le cas faux, Q0, doit être impliquée par la précondition et le fait que le test est faux. Si vous avez un point de jointure dans votre graphe de flow de contrôle, donc plusieurs manières d'entrer dans ce nœud, eh bien, il faut que la post-condition soit impliquée par chacune des préconditions, puisqu'on ne sait pas par quel arc on va rentrer. Alors après, il y a la règle pour l'affectation, qui est la règle la plus subtile, et en plus, je m'étais trompé au premier cours, 2 fois, je m'étais trompé techniquement, et ça a été corrigé sur les transparents, et en plus, j'avais écrit la règle dans le style de Hoare, et non pas dans le style de Floyd. Donc là, retour au papier d'origine. Voilà la règle de Floyd pour l'affectation. Alors on la comprend mieux sur des cas particuliers. Par exemple, si vous avez juste une affectation d'une constante, 0 dans x, et que x n'apparaît pas dans la précondition, y inférieur ou égal à 10, on sent bien que dans la post-condition, la précondition est toujours vraie, et x, en plus, on a appris que x est égal à 0. Et donc, il faut que ces deux faits impliquent la post-condition. Maintenant, si x apparaît dans la précondition, par exemple, on sait qu'avant que y égale 2x, on perd la valeur de x dans cette affectation, donc, mais on veut quand même se souvenir que y est pair, c'est un multiple de 2. Et donc, on quantifie existentiellement sur x0, qui est la valeur de x avant, et donc après, on sait que x est égal à 0, et qu'il existe une valeur de x avant, x0, qui satisfait la précondition, y égale 2x0. Et maintenant, si la nouvelle valeur de x dépend de l'ancienne, par exemple, on incrémente x, d'accord, alors là, il faut quantifier aussi existentiellement sur l'ancienne valeur de x, à la fois pour déterminer la nouvelle valeur de x, qui est l'ancienne valeur plus 1, et pour dire que la précondition était satisfaite par cette ancienne valeur. Et donc, ça nous donne le cas général pour un nœud d'affectation avec une précondition P qui parle de x et d'autres variables y, un membre droit de l'affectation qui est une fonction de x et des autres variables y, une postcondition q, et il faut que cette postcondition soit impliquée par le fait qu'il existe une ancienne valeur de x, x0, telle que x c'est f de x0 y, et telle que la précondition est vraie de x0 et de y. Donc voilà, donc ça c'est la règle de l'affectation pour Floyd. Et alors il y a encore plein de choses dans le papier en question. Donc il observe en passant que ces règles logiques, pour annoter un organigramme, définissent en fait la sémantique du langage. Et c'est la naissance de la sémantique axiomatique. La sémantique d'un programme, c'est toutes les annotations cohérentes qu'on peut en faire avec des pré- et des post-conditions. Ensuite, Floyd montre que ces règles logiques sont correctes vis-à-vis d'une sémantique opérationnelle intuitive. Il montre aussi qu'elles sont complètes, en fait, qu'en particulier, il n'y a pas d'autres. Toutes les post-conditions valides satisfont forcément ça, par exemple. Donc les règles sont correctes et complètes. Il esquisse un critère supplémentaire pour garantir la terminaison, que n'avait pas fait Turing, je crois, qui est en gros de vérifier que sur tous les cycles du graphe, il y a une quantité qui décroît, tout en restant positive. Et il esquisse une extension au langage ALGOL, donc un langage avec un flot de contrôle structuré, mais essentiellement son extension, c'est qu'il faut construire l'organigramme sous-jacent et puis appliquer la technique. Et alors 2 années plus tard, l'autre papier vraiment fondateur du domaine, par Anthony Hoare, An Axiomatic Basis for Computer Programming, 1969, donc là,
la principale contribution technique de Hoare, c'est de reformuler l'approche de Floyd en termes de contrôle structuré, donc des séquences, des ifs and else, des boucles, et non plus des organigrammes avec des nœuds et des arcs. Mais le point de vue de Hoare est différent et tout à fait intéressant aussi. Il insiste sur la présentation axiomatique par axiome et règles d'inférence de la chose. Et ça, c'est joliment exprimé dans le résumé de l'article, qui est écrit dans un anglais magnifique. Et donc, il se propose d'explorer les fondations logiques de la programmation des ordinateurs en utilisant des techniques qui ont été initialement appliquées dans l'étude de la géométrie. Donc là, il fait allusion à la géométrie euclidienne, cette approche tout à fait axiomatique pour décrire c'est quoi une preuve géométrique, une démonstration géométrique valide. Et donc, son idée implique l'explicitation d'un jeu d'axiomes et de règles d'inférence qui peuvent être utilisés dans des preuves de démonstration, dans les preuves de propriété de programmes informatiques. Voilà. Et donc ça a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui les logiques de Hoare, parce qu'il y a plusieurs variantes, et qu'on va regarder dans la première partie de ce cours. Alors, donc c'est une logique, comme je disais, comme la géométrie euclidienne est une logique pour raisonner sur les figures. Alors en géométrie euclidienne, il y a plusieurs formes d'affirmation. Deux droites sont parallèles, deux droites se croisent en un certain point, etc. Dans la logique de Hoare, il y a un énoncé essentiel, qui est ce qu'on appelle le triplet, P, C, Q, alors avec deux notations possibles, vous verrez pourquoi dans 2 minutes. Donc C, c'est une commande, un statement d'un langage impératif structuré. Donc c'est un fragment de programme. Donc nous, on va faire ça pour IMP, mais bien sûr, lui, il l'a fait pour Algol, et vous pouvez le faire pour Java, pour C, etc. Et P et Q, donc, ce sont des assertions logiques qui portent sur les variables du programme, donc exactement les mêmes assertions que Floyd ou Turing utilisent pour annoter les arcs du graphe de flow de contrôle. P, c'est la précondition de C, donc elle est supposée vraie juste avant l'exécution de C, et Q, c'est la post-condition. On va chercher à garantir qu'elle est vraie après l'exécution de C. Alors pourquoi il y a deux formes de triplet? Parce qu'il y a deux variantes de la logique de Hoare, la logique forte et la logique faible. La logique forte, elle montre des propriétés de correction totale. Donc en particulier, elle montre la terminaison de C. Donc si P est vrai avant, au début de l'exécution de la commande C, alors C termine toujours, et dans un état final qui satisfait la post-condition Q. En revanche, la logique faible, elle montre un résultat de correction partielle. Donc si P est vrai avant l'exécution de C et que C termine dans un certain état final, alors cet état final satisfait Q, la post-condition. Et regardons ensemble quelques-unes des règles, axiomes et règles de la logique de Hoare. Alors on va commencer par la logique faible, parce qu'elle est un peu plus simple. Donc voilà par exemple des règles pour le contrôle structuré. Si vous avez déduit un triplet de Hoare P, C1, Q, donc précondition P, commande C1, post-condition Q, et un autre qui a la précondition Q, la commande C2 et la post-condition R, alors vous pouvez déduire un triplet pour la séquence C1 suivi de C2, qui dit que la précondition c'est P et la post-condition c'est R. En effet, si vous commencez l'exécution de C1, C2 et que P est vrai, vous commencez par faire C1, s'il termine, vous arrivez à un état où Q est vrai, et alors là, vous allez commencer à exécuter C2 dans un état où la précondition de C2, Q, est vraie. Et donc, si C2 termine aussi, vous arrivez dans un état qui satisfait R. Et ça, c'est bien aussi l'état final de C1 suivi de C2 si la séquence termine. D'accord ? Donc voilà, donc vous avez déduit à partir de deux triplets pour C1 et C2, un triplet pour la séquence des deux commandes. De la même manière, si vous avez un if and else, donc une conditionnelle avec deux branches C1 et C2, la post-condition Q, elle doit être la post-condition de C1 et la post-condition de C2. En revanche, C1, vous pouvez le vérifier avec une précondition un peu plus forte, la précondition du if and else P, et le fait que B est vrai, puisqu'on exécute C1 que si B est vrai. Et de même, pour C2, on peut le vérifier avec une précondition plus forte qui dit que P est vrai et B est faux. Après, il y a la règle de la boucle, while, qui est sans doute l'idée la plus forte, une idée très forte de l'article de Hoare, qui est que en fait, la précondition P de la boucle while, ça doit aussi être un invariant de boucle. Ça doit être vrai à tous les tours de boucle. D'accord ? Et donc, le corps de la boucle C, il doit avoir comme post-condition P. Donc, il faut que quand le corps de la boucle a terminé, l'invariant de boucle a été rétabli. Et il peut prendre comme précondition P, l'invariant de boucle était vrai au début, et
B, la condition de la boucle while était vraie, parce que sinon on n'aurait pas exécuté C. Et donc, si vous avez ça, ben, vous pouvez montrer que la boucle termine. Donc, au bout d'un certain nombre d'itérations, P est toujours vrai, et la condition B est maintenant fausse, d'où la post-condition P est non B. Alors après, il y a des axiomes, par exemple pour la commande vide, le skip, donc ça c'est facile, c'est la précondition et la post-condition sont la même, puisque la commande ne change rien à l'état du programme. Et puis il y a la règle d'affectation, alors qui n'est pas la règle de Floyd, qui est une règle en arrière, d'une certaine manière. Donc la règle de Floyd, elle partait d'une précondition arbitraire et vous donnait une post-condition un peu compliquée avec des il existe. La règle de Hoare, elle part d'une post-condition arbitraire Q, et elle vous dit simplement que la précondition, c'est que pour que Q soit vrai après l'affectation de A à X, c'est que Q soit vrai avant, dans le Q, si on a substitué X par A. Puisque là, dans la post-condition, on sait que X vaut A, et donc il n'est pas nécessaire de montrer Q pour n'importe quel X, mais seulement pour le A qu'on va mettre dans X. Et alors cette règle, elle est merveilleusement élégante. Il n'y a pas de quantification existentielle, etc., etc. Mais elle est un peu mystérieuse aussi. Alors par exemple, si on veut faire un raisonnement à la Floyd, donc après l'affectation de 0 à x, on sait que x est égal à 0, et puis on sait qu'une autre variable est toujours inférieure ou égale à 10, ça nous donne comme précondition, remplacer x par 0, 0 égale 0, qui est effectivement trivialement vrai, et y inférieur ou égal à 10. Voilà. En revanche, si on a maintenant un incrément de x, donc la nouvelle valeur de x fait apparaître l'ancienne, et qu'on veut montrer que, comme post-condition, x est entre 1 et 11, il faut montrer comme précondition que x plus 1 est entre 1 et 11, c'est-à-dire moralement que x est entre 0 et 10. Donc finalement, ça donne bien les triplets auxquels on s'attend, mais par un biais un peu surprenant de substitution. Et puis la dernière règle, c'est la règle dite de conséquence, qui permet de changer les pré- et les post-conditions. Par exemple, en oubliant des morceaux de la précondition qui ne servent pas, ou en oubliant des morceaux de la post-condition qui ne servent pas. Donc si vous avez montré que le triplet P' c'est Q, vous pouvez remplacer la précondition P' par une précondition P qui est plus forte, qui implique P', et vous pouvez remplacer la post-condition Q' par une post-condition Q plus faible, qui est impliquée par Q'. Et ça permet donc d'oublier des préconditions ou des post-conditions inutiles et aussi de les remplacer par d'autres qui sont équivalentes, mais qui ont une tête plus sympathique. Par exemple, pour notre incrément, x égale x plus 1, en combinant la règle d'affectation avec une conséquence à gauche, on peut la remettre sous la forme attendue. Si x est initialement entre 0 et 10, après l'incrément, x est entre 1 et 11. Voilà. Et donc, très brièvement, la logique de Hoare forte, maintenant, donc celle qui garantit la terminaison, c'est essentiellement les mêmes règles que la logique faible, sauf pour les boucles. Alors pourquoi ? Par exemple, pour skip ou l'affectation, ça termine toujours, donc il n'y a rien de plus à démontrer. Et pour une séquence, par exemple, si vous avez démontré des triplets forts pour C1 et C2, si vous avez démontré la terminaison de C1 et de C2, vous avez aussi démontré la terminaison de C1 suivi de C2. Donc le raisonnement est exactement le même. If and else, c'est la même règle, et la conséquence aussi. Après, c'est la règle pour les boucles while qui change, bien sûr, parce qu'il faut maintenant, non seulement, il faut montrer aussi que la boucle termine toujours. Et ça, il n'y a pas vraiment de règle universelle, ou la plus générale qui le montre, mais il y a des règles particulières qui suffisent souvent. Alors, une qui marche 95% des cas, c'est on a une expression V, on peut exhiber une expression V, qu'on appelle la variante, qui est une expression à valeur entière, qui reste positive, et qui décroît strictement à chaque tour de boucle. Donc, on voit bien qu'au bout d'un moment, il faut que la boucle s'arrête, quand la variante atteint 0. Et donc, du coup, pour vérifier une boucle while avec un triplet fort, et donc on peut montrer ceci comme hypothèse sur le corps de la boucle. Donc, pour toute valeur entière n, qui est la valeur initiale de la variante v, si précondition p et b et v égale n, implique postcondition p et v entre 0 et strictement plus petit que n, donc v est positif et strictement plus petit que n. Donc, si on peut montrer ça pour tout n, alors on a montré que la boucle termine, et termine dans un état qui satisfait P et non B. Voilà, donc ça c'était un tour d'horizon rapide de la logique de Hoare et des règles, et à peu près comme Hoare les a expliquées dans son article, et comme ensuite beaucoup d'autres auteurs ont repris dans les années 70 et 80.
Maintenant, essayons de mécaniser ça, donc de formaliser une logique de Hoare à l'intérieur de notre assistant de preuve Coq pour notre langage IMP. Alors, il y a deux décisions à prendre. Donc, la première qui a lieu, qui touche la représentation des assertions logiques. Donc, ce que fait Hoare essentiellement dans son article, c'est de dire j'ai un langage d'assertion logique qui est construit au-dessus des variables du programme, donc qui partage les mêmes variables que le programme. Et donc, on peut tout à fait en Coq donner sa propre syntaxe à ce langage, sa propre sémantique. C'est ce qu'on appelle un plongement profond. C'est ce qu'on avait fait pour IMP. On prend une syntaxe abstraite du langage, et c'est comme ça qu'on le plonge dans Coq. Donc ici, on pourrait dire, d'accord, on a un langage de termes qui à base de variables du programme, et puis de constantes et d'opérateurs, plus, moins, etc. Un langage d'assertion logique qui peut être des comparaisons entre termes, avec des connecteurs logiques, des et, des ou, des quantificateurs, des pour tout, des il existe, etc. etc. Bon. Mais c'est quand même pas mal de travail de construire une telle logique qui soit suffisamment puissante pour vérifier des programmes. Et alors même que notre système Coq ou autre assistant de preuve qu'on pourrait utiliser a lui-même déjà une excellente logique, très complète, très puissante, développée. Et donc on voudrait peut-être plutôt réutiliser cette logique de Coq. Et donc c'est ce qu'on appelle un plongement superficiel. On va représenter les assertions logiques, alors non pas comme des propositions Coq, parce qu'il faut qu'elles puissent parler des variables du programme, mais comme des prédicats sur le store. Donc le store, l'état mémoire, qui associe des valeurs aux variables. Et par exemple, l'assertion qu'on écrirait sur papier 0 inférieur ou égal à x strictement plus petit que y va devenir un prédicat Coq, fun s flèche, donc c'est une fonction des états mémoire s dans une proposition logique. Et la proposition logique, c'est 0 inférieur ou égal à s de x, ça c'est la valeur de x telle qu'on la trouve dans s, strictement plus petit que s de y. Et donc, modulo ce tout petit codage ici, on va pouvoir réutiliser toute la logique de Coq et toute la bibliothèque standard sur l'arithmétique, etc. Donc un gain de temps énorme. L'autre choix à faire, c'est comment on va définir nos triplets de Hoare. Alors il y a une approche syntaxique qui est vraiment axiomatique, qui est vraiment celle de Hoare dans son article, qui consiste à dire le triplet PCQ est vrai s'il est dérivable à partir des axiomes et des règles de la logique de Hoare. Et ça donne lieu naturellement à un prédicat inductif en Coq. Et puis, il y a une approche sémantique qui est plutôt ce qu'on dit, l'interprétation intuitive. Le triplet PCQ est vrai si et seulement si, pour tout état mémoire initial S et final S', si C démarré dans S termine dans S', et si P est vrai de S, alors Q est vrai de S'. Donc là, on parle juste en termes de sémantique opérationnelle. Et le grand résultat, la beauté de la logique de Hoare, c'est que les deux notions sont équivalentes. Donc dans un sens, on a la correction. Si vous avez un triplet de Hoare qui est dérivable par les règles de Hoare, il est sémantiquement vrai. Il est vrai de toutes les exécutions de C. Et dans l'autre sens, il y a une complétude. Si vous avez un triplet qui est sémantiquement vrai, vrai de toutes les exécutions de C, on peut en fait le dériver par les règles de Hoare. Voilà, donc regardons rapidement à quoi ça ressemble. Je vais peut-être utiliser le rendu en HTML. Donc, c'est le fichier qui s'appelle hoarelogic.v dans le dépôt guide du cours. Donc ça, c'était le petit exemple qu'on avait fait tout à l'heure. Donc voilà, donc là, on développe les assertions sur l'état mémoire, qui sont donc des prédicats sur les états mémoire, donc des fonctions de store dans prop. On a des assertions qui vont nous être utiles, par exemple la conjonction et la disjonction à and, à or de deux assertions, qui sont des prédicats, l'élection de la conjonction et la disjonction point par point. L'expression arithmétique A s'évalue en la valeur V, qui est définie par l'évaluation de A dans l'état S est égal à V. Donc on voit que dans certains états, ça va être vrai et dans d'autres, ça va être faux. De même, les assertions sur les expressions booléennes. Est-ce que l'expression booléenne s'évalue à vrai? Est-ce qu'elle s'évalue à faux dans l'état courant? Alors, il y a la fameuse substitution, P où X devient A, qui nous sert à donner la sémantique de la règle de l'affectation. Alors, syntaxiquement, si on avait fait un plongement profond, on pourrait définir la substitution. Là, on est dans un plongement superficiel, on ne peut pas vraiment substituer dans les prédicats Coq, mais on peut en revanche observer que cette substitution, ça revient à évaluer P, la valeur de vérité de P, non pas dans n'importe quel état mémoire, mais dans un état mémoire où la variable X est forcément égale à la valeur de l'expression A. Et donc, en fait, la validité, c'est P de update de S, où X a été remplacé par la valeur de A dans S.
Voilà, puis on a aussi une implication qui va nous servir pour la règle de conséquence, quelques jolies petites notations pour faciliter la lecture. Donc les règles de la logique de Hoare faible. Donc ici, on commence avec l'approche axiomatique, donc sous forme d'un prédicat inductif, Hoare, qui relie donc une assertion, la précondition, une commande et une autre assertion, la postcondition. Il y a un constructeur par axiome ou règle de la logique de Hoare, d'accord. Et bon, je vous laisserai les lire, mais c'est vraiment la transcription des règles d'inférence qu'on a écrites sur les transparents. Alors on peut faire quelques règles dérivées, par exemple une règle de conséquence où on affaiblit seulement la précondition, une règle de conséquence où on affaiblit seulement la postcondition, une règle pour les if qui n'ont pas de else. Bon. Et puis un petit exemple de dérivation. Par exemple, vous vous souvenez du programme swap XY, celui qui échange X et Y en passant par un temporaire T. Eh bien, on peut lui donner une précondition qui dit que dans l'état initial, X vaut M et Y s'évalue en N. Et à ce moment-là, la postcondition, c'est que dans l'état final, X s'évalue en N et Y s'évalue en M. Ceci dit, pour tous les entiers M et N. Et bon, ce n'est pas très difficile de dériver ce triplet de Hoare à partir des règles. D'accord. Et alors, si les échanges de variables vous intéressent, il y a un autre algorithme pour échanger de variables entières sans utiliser de variables temporaires, qui consiste à calculer intelligemment x plus y, puis x moins y, puis x moins y. Et là, ça mérite en fait une vérification. Et on peut facilement dériver le même triplet de Hoare, même précondition, même postcondition, et la démonstration est presque la même en fait. Donc je vous laisse regarder ça. Ensuite, donc, on va introduire l'interprétation sémantique des triplets de Hoare et montrer l'équivalence. Donc l'interprétation sémantique, c'est le prédicat que j'appelle triple et qui donc fait intervenir uniquement la sémantique opérationnelle de la commande C. Et le résultat vraiment important, c'est que cette définition du triplet valide chacune des règles de la logique de Hoare. Vous prenez les règles de la logique de Hoare, vous dites ce sont des lemmes sur cette définition, ce ne sont pas des axiomes, mais ce sont des lemmes sur cette définition, et je peux les prouver. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire là ici. Donc on peut démontrer que pour skip, on a bien le triplet P skip P, que pour l'affectation, on a le triplet qu'on attend, et séquence, if then else, while et conséquence. Et donc, il s'ensuit que la logique de Hoare est sûre. Donc, tout triplet que vous pouvez déduire par les règles de la logique, en utilisant le prédicat inductif Hoare, Hoare PCQ, est aussi sémantiquement valide. Et donc, les faits qu'on a dérivés sont vrais de toutes les exécutions. Et maintenant, pour l'implication dans l'autre sens, donc le résultat de complétude relative, il faut utiliser une astuce qui s'appelle, ou un concept même qui est plutôt intéressant, qui s'appelle la plus faible précondition, weakest precondition. Et donc c'est l'idée que si vous avez une commande C, une postcondition Q, vous pouvez essayer de définir la précondition la plus faible qui garantit le triplet PCQ est vrai. Alors si on part du triplet sémantique, la définition de la plus faible précondition, elle est très simple, c'est tous les états S tels que à partir de S, si C termine dans S', alors Q de S' est vrai. Et donc, sémantiquement, c'est une précondition. C'est complètement tautologique à montrer. Et c'est aussi la plus faible des préconditions. Toute autre précondition valide l'implique. Et maintenant, le lemme important, c'est que les règles de la logique de Hoare sont suffisamment puissantes pour dériver ce fait. Donc ce fait que VP-CQ est une précondition valide, qu'on a montré trivialement sémantiquement, on peut aussi le montrer syntaxiquement en enchaînant les règles de déduction de la logique de Hoare. Et il s'enduit donc que tout triplet PCQ sémantiquement valide est aussi dérivable par les règles de Hoare. Voilà. Alors, pourquoi c'est un résultat important, cette complétude? Bon, déjà, c'est assez rare, en fait, qu'on ait des logiques où tout ce qui est vrai est dérivable. Généralement, on se contente de montrer que tout ce qui est dérivable est vrai. Et deuxièmement, ça veut dire qu'en fait, c'est un peu redondant. Entre l'interprétation sémantique et la définition axiomatique, on pourrait tout à fait choisir de n'en avoir qu'une. Et maintenant, dans les articles, généralement, on choisit de n'avoir que la définition sémantique.
l'interprétation sémantique est la définition des triplets, et puis on donne les règles sous forme de lemme. Et puis, un des avantages, c'est que du coup, on peut ajouter facilement des règles, on n'a pas besoin d'aller modifier notre prédicat inductif, on peut ajouter les règles qui nous sont utiles pour telle et telle vérification sous forme de lemme. Alors, par exemple, donc, il y a des règles sur les conjonctions. Donc, si vous avez deux triplets de OR pour la même commande, P1CQ1, P2CQ2, vous pouvez montrer un triplet avec la conjonction des préconditions, la conjonction des postconditions ou la disjonction. Et avec les définitions sémantiques, c'est vraiment extrêmement facile à démontrer. On peut donner une règle de raisonnement pour l'affectation en avant, une règle à la manière de Floyd, alors qui est un peu moins jolie que celle de Hoare, mais bon, et où on retrouve des quantifications existentielles dans le style de Floyd. Et puis, on peut montrer une règle dite d'encadrement, une frame rule en anglais, qui est importante. On va en reparler beaucoup dans quelques minutes, dans la deuxième partie du cours, sur les logiques de séparation. Et donc, c'est des règles qui permettent de réutiliser une vérification déjà effectuée. Donc, un triplet PCQ, par exemple, C, c'est le corps d'une fonction. C'est une fonction, d'accord ? Ça a été vérifié une fois pour toutes dans une bibliothèque. Et maintenant, au moment de l'appel de fonction, vous avez des faits supplémentaires, R, et vous voudriez montrer qu'ils ne sont pas affectés qui sont encore vrais quand C termine. Et donc, vous voudriez maintenant avoir une vérification de P et R comme précondition, Q et R comme postcondition. Alors, ce n'est pas vrai pour des R absolument arbitraires, mais si R ne fait intervenir aucune variable modifiée par C, c'est vrai. Et on peut le montrer relativement facilement avec la définition sémantique du triplet de Hoare. Voilà. Et alors, brièvement, quelques mots sur les triplets de Hoare forts. Donc là, on va retenir la leçon. Ce n'est pas nécessaire de faire à la fois une définition sémantique et une définition par règle d'inférence, et on fait directement une définition sémantique. Donc le triplet avec un grand T cette fois-ci, le triplet fort PCQ, est vrai si pour tout état S satisfaisant P, la commande C démarrée dans S termine forcément dans un état S' qui satisfait Q. Et à nouveau, on montre les règles de la logique forte comme des lemmes sur ce prédicat. Donc là, on retrouve les règles habituelles qui ressemblent à celles de la logique forte, et puis la règle du while que je vous ai montré sur le transparent, avec la variante qui décroît strictement à chaque tour de boucle. Et alors, bien sûr, ça ne suffit pas forcément. Il y a des boucles où vous avez besoin d'un raisonnement plus puissant pour montrer la terminaison. Par exemple, montrer qu'une paire d'entiers, deux expressions entières décroissent en ordre lexicographique. Et donc ça, c'est un exercice. Vous pouvez ajouter une règle qui dit, voilà, si j'ai deux variantes et qu'elles décroissent en ordre lexicographique, c'est-à-dire que forcément, soit la première décroît, soit elle garde sa valeur initiale, mais alors la deuxième décroît, eh bien, ma boucle while termine et satisfait le triplet de Hoare habituel. Voilà. Donc, je vais revenir sur les transparents maintenant, pour parler un petit peu d'automatisation. Donc même, appliquer à la main les règles de la logique de Hoare, c'est possible, mais ça devient un peu pénible assez vite. Et donc on peut se demander jusqu'à quel point on peut automatiser le raisonnement dans la logique de Hoare. Alors, on ne peut pas décider automatiquement la validité d'un triplet de Hoare. C'est un problème indécidable parce que le triplet faible, true comme postcondition, C comme commande, false comme postcondition, est valide si et seulement si C ne termine pas. Parce que si C termine, l'état final ne valide pas false. Donc, on a là, donc décider ce triplet, c'est équivalent à décider la terminaison de C, et en IM, c'est indécidable. Mais quand même, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut automatiser parce que de nombreuses étapes de déduction en logique de Hoare sont guidées par la syntaxe de la commande. Et par exemple, si vous avez une séquence d'affectation, comme dans notre exemple swap, XY, vous pouvez partir de la postcondition, appliquer la règle d'affectation n fois, ça vous donne une précondition, et dire qu'il faut que la précondition P implique cette précondition. Ça, c'est ce qu'on appelle une condition de vérification. C'est une formule qui est en logique mathématique usuelle. Elle ne parle plus du tout du programme. Elle n'est plus en logique de Hoare. C'est juste une implication entre des formules, par exemple, de logique du premier ordre. Et donc là, on se dit qu'on devrait pouvoir utiliser ensuite des démonstrateurs automatiques ou éventuellement un peu d'assistance de la part de l'utilisateur. Pardon, mais on n'est plus sur une preuve de programme, on est juste sur une preuve de propriété mathématique usuelle.
Et donc, alors cette belle idée, elle fonctionne presque parfaitement. Il reste le problème des boucles while, où il faut imaginer l'invariant de boucle, P. Donc la précondition P d'une boucle, elle ne se calcule pas de manière décidable à partir de la post-condition. Et donc, le compromis qu'utilisent la plupart des outils de vérification déductive, c'est de dire le programmeur ou le vérificateur, un être humain, va annoter les boucles avec un invariant. Et puis, il va aussi donner la précondition et la postcondition du programme tout entier ou la fonction tout entière. Et à ce moment-là, l'outil va engendrer automatiquement une formule de logique usuelle qui s'appelle les conditions de vérification, c'est une grosse conjonction, qui est vraie si et seulement si le triplet PCQ est valide en logique de OR. Et donc ça, et après, on peut l'envoyer dans des démonstrateurs automatiques. Donc ça, c'est l'approche qui est suivie par un grand nombre d'outils de vérification déductive, ESC Java ou Key, par exemple, pour Java, ou Framassi pour C. Et donc, on va voir très rapidement à quoi ça ressemble en coq. Donc l'idée, donc là, on a un langage IMP où on peut annoter les boucles while par des assertions. Excusez-moi, là, c'est pas joli. Mais... et donc, on peut maintenant facilement, étant donné une commande C, une postcondition Q, construire une précondition par récursion sur la syntaxe. Donc, par exemple, pour skip, c'est Q lui-même. Pour une affectation, c'est la substitution de X parade en Q. Pour une séquence, on transporte la postcondition d'abord dans C2, puis dans C1. Pour un if then else, on a cette formule qui est un peu plus compliquée, qui prend en compte les deux branches, vraies et fausses, du if then else. Et puis, pour une boucle while, on fait confiance à l'invariant donné par le programmeur. Alors, à cause de ça, le triplet de OR, pré-CQ, CQ, n'est pas toujours vrai, parce que l'invariant donné par le programmeur, peut-être qu'il est faux. Et donc, il faut vérifier que pour chacune des boucles, demander à vérifier que pour chacune des boucles, l'invariant qu'on a donné, c'est bien un invariant, et donc en particulier qu'il implique la postcondition quand on sort de la boucle, et qu'il implique la précondition du corps de la boucle quand on est en train d'itérer. Et donc, on a une deuxième fonction, VCG, Verification Condition Generator, qui collecte ces conditions de vérification. C'est juste une proposition coq, d'accord, qui collecte en fait ces propositions pour toutes les boucles while qui apparaissent dans le programme. Et à ce moment-là, donc on peut montrer que, à ce moment-là, on dit que l'algorithme pour vérifier que PCQ est valide, c'est de vérifier ces deux conditions qui sont des propositions coq usuelles. Donc P implique la précondition de C et de Q, et que VCG de C et de Q est vrai, donc toutes les boucles while sont correctement annotées. Et ça, on peut facilement, donc ça c'est l'effacement, donc pour se ramener à un terme imp normal où les boucles ne sont pas annotées. Et donc on peut montrer assez facilement que si les conditions de génération, les conditions de vérification de C sont vraies, alors pré-CQ est bien une précondition valide pour l'effacement de C. Et ça en déduit la correction de l'algorithme VCGen. Et alors pourquoi c'est particulièrement intéressant? C'est que là, même en restant dans coq, sans aller jusqu'à un démonstrateur automatique, tout et tout, on peut déjà exécuter ce VCGen, ce générateur de vérification de conditions, et ça va nous aider à démontrer des programmes un peu moins triviaux. Donc vous vous souvenez de la division euclidienne? L'algorithme où par soustraction répétée, on finit par avoir le quotient et le reste de la division. J'aurais peut-être dû faire make avant de venir. Bon, excusez-moi, je vais déborder 2 minutes, mais le temps de faire make. Ah oui, ça va mieux quand les dépendances sont à jour. Là. Donc, je suis revenu au début, là, oui. Et donc maintenant, j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'ici. Hop, c'est parti. Voilà. Donc, on va essayer de prouver correct. Alors, on va donner une précondition, qui est qu'initialement, A... donc on calcule le quotient et le reste de la division de A par B. Donc A est positif, B est strictement positif. On va avoir un invariant de boucle qui dit que le reste est
positif et que le diviseur est strictement positif, et on a cette égalité, A égale B fois Q plus R. Et puis la post-condition qui est qu'à la fin, Q c'est A divisé par B et R c'est A modulo B. Donc ça c'est le programme, annoté par l'invariant. Et on va faire la preuve de la correction. Donc on énonce le triplet dehors, effacement de la division euclidienne post, et on applique notre théorème qui dit que le VC de Gen est correct. Et donc là, on a remplacé le but par il faut montrer cette proposition logique. Et l'avantage de cette proposition logique, c'est qu'on peut demander à Coq de la calculer, de la simplifier, puisqu'il connaît le texte du programme Euclidean Division. Et ça va nous donner une formule logique, alors qui est un peu grosse, hein, mais il y a aussi beaucoup de composantes qui sont triviales, true, true, true et true. Et puis, en dépliant quelques définitions et en demandant à Coq de simplifier encore plus, on arrive à un but qui est purement arithmétique, en fait. D'accord, ça c'est juste de la logique du premier ordre avec des égalités, des inégalités arithmétiques. Alors, on demande à Coq de nous simplifier les parties triviales, comme en intuition, et il nous laisse que 5 résultats non triviaux à montrer. Donc, le premier, c'est de montrer que la précondition implique l'invariant de boucle, et ça, c'est un raisonnement d'arithmétique linéaire. Hop. Ensuite, il y a 2 buts qui montrent que l'invariant et la sortie de boucle vont impliquer la postcondition, et là, c'est presque un raisonnement presque uniquement arithmétique aussi. Et puis, enfin, 2 conditions qui montrent que l'invariant de boucle est bien préservé. Donc, le R-B reste positif si on itère la boucle, et que le A égale BQ plus R reste vrai aussi. Et voilà. Et ça y est, c'est démontré. Donc, finalement, on a réduit le problème de vérifier un programme non trivial à 5 buts logiques, pas très compliqués. C'est plutôt satisfaisant. Et alors, si ça vous amuse, alors quelques exercices. D'abord, on peut refaire la même vérification en supprimant l'hypothèse que B, le diviseur, est strictement positif. Cette hypothèse ne sert à rien. Et maintenant, vous pouvez vous demander, mais comment peut-on vérifier une division, un algorithme de division qui est correct même quand on divise par 0 ? Je vous laisse réfléchir à ça. Et après, vous pouvez aussi essayer de spécifier et de vérifier le programme suivant, qui est une variante de la division euclidienne, c'est le calcul de la racine carrée entière d'un nombre A, en utilisant donc que des additions. Voilà. Bon, mais il ne faut pas que je passe trop de temps là-dessus. Et donc, dans le temps qui nous reste maintenant, je voudrais vous... Alors oui, d'abord discuter quelques extensions de la logique de Hoare pour des programmes un peu plus riches, donc des programmes qui font autre chose que de manipuler juste des entiers ou des nombres. Par exemple, manipuler des tableaux. Donc l'extension de la logique de Hoare au tableau, c'est assez facile. Donc on ajoute des constructions comme T crochet de A, donc des variables globales comme T, ils peuvent être des tableaux, et T crochet de A, c'est une expression à valeur entière, ça veut dire la case d'indice A du tableau T. Et donc, essentiellement, il nous faut une règle pour l'affectation dans une case de tableau. Alors, on est tenté de faire la même règle que pour l'affectation dans Hoare, c'est-à-dire dire qu'il faut que dans la post-condition, on remplace toutes les occurrences de T de A1, la case affectée, par A2, sa nouvelle valeur. Mais ce n'est pas vrai, c'est incorrect parce qu'on a un phénomène d'alias. Il n'y a pas que T de A1 qui est modifié, mais aussi tout T crochet A pour toute expression A qui se trouve avoir la même valeur que A1. Et donc ça, on ne peut pas capturer ça juste par une substitution syntaxique. D'accord ? Alors, ce problème ne se pose pas pour les variables. Une variable, quand 2 variables n'ont pas le même nom, elles sont distinctes. L'affectation à l'une ne modifie pas l'autre. Mais ce n'est pas vrai pour les cases de tableau. Et donc la bonne manière, si j'ose dire, c'est de voir ça comme une affectation de tableau. C'est-à-dire qu'on affecte au tableau T un tableau qu'on va noter T crochet où A1 devient A2, qui est égal à T sur toutes les cases, tous les indices, sauf l'indice A1, où là, la valeur a changé et est maintenant A2. Et donc maintenant, la précondition, c'est que la postcondition doit être vraie si T ou T est remplacé par ce tableau mis à jour. Et ces expressions de tableau, on peut raisonner dessus avec cette équation.
l'élément A du tableau T où A1 est devenu A2, c'est A2 si A c'est A1 et T de A si A est différent de A1. Et donc ça, bon, ça donne des raisonnements avec pas mal de disjonctions, hein, il faut d'analyse de cas, mais ça permet tout à fait de prouver des algorithmes non triviaux sur les tableaux. En gros, tous les programmes Fortran que vous voulez fonctionnent très bien comme ça. L'étape d'après, et là où la logique de Hoare commence à avoir beaucoup de mal, c'est si vous voulez avoir des pointeurs pour faire en particulier des structures de données chaînées. Donc, les pointeurs et l'allocation dynamique pour faire des structures de données chaînées. Exemple typique, c'est les listes simplement chaînées. Donc là, je vous ai écrit ça en C. Donc une liste, c'est un pointeur éventuellement nul vers une cellule de liste. Et une cellule de liste, c'est un bloc à deux champs, un enregistrement à deux champs. Le head, qui est la tête de la liste, qui est un entier, et le tail, qui est une liste, donc un pointeur vers la liste suivante. Et par exemple, avec ces trois blocs chaînés, on représente la liste 1, 2, 3. Ça, c'est nil dans le champ tail de la dernière cellule. Et puis, on peut écrire des codes qui occupent beaucoup de place dans les livres d'algorithmique, comme par exemple la concaténation en place d'une liste L1 et d'une liste L2, où on parcourt la liste L1 à la recherche de la dernière cellule, celle dont le tail est nul, et à ce moment-là, on remplace le tail par un pointeur vers L2, et on a bien construit ainsi la concaténation des listes 1, 2, 3 et 4, 5. Bien. Maintenant, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de vérifier, de spécifier et de vérifier ça en logique de Hoare. Et c'est extrêmement difficile. Ne serait-ce qu'écrire la spécification, parce qu'il y a plein de conditions implicites là-dedans qui sont nécessaires pour que le code fonctionne. Par exemple, la liste L1 doit être bien formée, au sens qu'elle ne doit pas être circulaire. Ça doit être une liste qui se termine par un pointeur nul. Sinon, la boucle while que vous avez ici ne termine pas. Ensuite, la liste L2 ne doit partager aucune cellule avec L1. Donc si vous êtes dans cette situation ici, ben, la concaténation de L1 et L2, ça va, au lieu de construire la liste 1, 2, 3, 2, 3, ça va construire une liste infinie, cyclique, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Et puis, si vous avez une liste L3 qui partage des cellules avec L1, par exemple, qui pointe vers la cellule 3 ici, donc L3, c'est juste la liste avec de longueur 1 qui contient 3, ben, elle va être affectée par cette concaténation en place. Après la concaténation en place, L3, ça va être la liste 3, 4, 5. Alors, ça peut être voulu, ou ça peut être un effet de bord indésirable de cette concaténation. Alors, comment spécifier tout ça ? Alors, il y a un folklore qui dit que finalement, un pointeur, ce n'est jamais qu'un indice entier dans un grand tableau global, le tas mémoire. C'est d'ailleurs comme ça que les gens en Fortran les programmeurs Fortran implémentent des structures chaînées quand ils en ont besoin. Et donc, si on sait raisonner sur les tableaux, ben on sait raisonner sur les pointeurs. Bon, moi, j'ai jamais vu aucune vérification d'ampleur faite dans ce style. Mais il y a une variante qui a été introduite par Burstall en 1972, reprise par Morris en 1981, automatisée par Bornat en 2000, qui est de dire on va avoir un tableau global, alors pas un tableau global pour tout le programme, mais un tableau global par champ de cellules mémoire. Quand vous utilisez des enregistrements comme cette cellule à deux champs head et tail, on sait que les heads et les tails sont toujours différents. Il n'y a pas d'aliasing possible. Quand on modifie un champ head d'une liste, le champ tail de toutes les autres listes, de toutes les listes, est invariant. Et donc l'idée, c'est d'avoir un tableau global par champ de cellules mémoire. Et donc une affectation, par exemple, au tail de P, ça revient à changer le tableau tail pour le remplacer par un tableau tail dans lequel P est mappé sur A. Et les autres pointeurs sont inchangés et les heads sont inchangés aussi. Et avec ça, plus un peu d'automatisation, donc ce que font Bornat en 2000, son système ad hoc, Meta Nipkoff en Isabelle Hall, Hubert et Marché en Y, il me semble, on peut mécaniser donc cette approche et vérifier des algorithmes non triviaux sur les graphes. Typiquement l'algorithme de Shor-Weight, qui est un parcours de graphes en espace constant avec renversement de pointeurs. Donc on y arrive, et puis à la limite, on peut montrer ce genre de code en disant que c'est comme un graphe. Bon, mais c'est quand même extrêmement pénible. Et c'est là que apparaissent les logiques de séparation. Donc comment est-ce qu'on peut raisonner sur, par exemple, des listes simplement chaînées ou doublement chaînées, de manière plus efficace que de dire simplement c'est un graphe arbitraire et on va utiliser des principes de raisonnement sur les graphes.
Alors l'idée, en fait, elle apparaît dès 1972 dans le papier de Burstall, donc le même papier où il développe cette idée de un tableau par champ. Au milieu de l'article, il s'arrête en disant non, mais c'est beaucoup trop compliqué. Et si par exemple je veux faire des listes simplement chaînées, je vais développer une logique ad hoc. Donc il appelle ça les Distinct Non-Repeating List Systems. Donc il introduit des prédicats et puis des règles de raisonnement un peu ad hoc dessus, mais qui sont quand même beaucoup plus jolies. Et l'idée ne prend pas vraiment, en particulier parce qu'on ne voit pas du tout comment faire des listes doublement chaînées, par exemple, enfin des structures plus complexes. Et en fait, c'est John Reynolds, en 1999, qui publie sans doute l'idée centrale qui mène à la solution, qui est la notion de conjonction séparante. On va en parler dans 2 minutes. Et ça rejoint des idées de Peter O'Hearn et David Pym sur la logique des bunched implications, qui est en fait un formalisme extrêmement abstrait de raisonnement sur des ressources que l'on utilise de manière linéaire, donc on ne peut pas dupliquer ou qu'on ne peut pas jeter. Et donc c'est inspiré un peu même beaucoup par la logique linéaire. Et à la fin de l'article, il y a une remarque comme quoi la mémoire, allouée dynamiquement, c'est une ressource. Par exemple, on ne peut pas libérer 2 fois le même bloc mémoire. Et puis si on oublie de le libérer, on a une fuite. Donc la mémoire doit être traitée linéairement. Et puis, Reynolds et O'Hearn se rencontrent et discutent longuement et sont rejoints par Yang. Et c'est là qu'en 2001 donc, est publiée la présentation moderne de la logique de séparation. Et donc, je vais essayer de vous communiquer maintenant. Donc, une des idées très fortes de la logique de séparation, en particulier peut-être l'idée centrale de Reynolds, c'est qu'il faut faire des raisonnements locaux. Et donc que tout ce qui n'est pas explicitement mentionné dans un triplet PCQ est préservé par l'exécution de C. Et donc on n'a même pas besoin de dire que ce qu'il y a avant c'est la même chose que ce qu'il y a après, ça devrait être vrai par construction. Et en logique de Hoare, ce principe, ça se présente par cette règle d'encadrement, cette frame rule que je vous ai montré très rapidement dans le développement Coq, et qui dit ceci: si vous avez un triplet PCQ, et qu'aucune variable modifiée par C n'apparaît dans R, alors vous avez aussi un triplet P et R, C, Q et R. Et par exemple, vous avez vérifié l'incrément de X, vous avez montré que si X vaut 0 avant et X vaut 1 après, et bien en appliquant cette règle, vous montrez que si X vaut 0 avant et Y vaut 8, alors X vaut 1 après et Y vaut 8 après. D'accord, bon, c'est trivial, mais c'est un exemple de raisonnement local où ici on a simplement raisonné sur X et sa valeur avant et après, et puis on a rajouté des faits ensuite qui sont non affectés, qui sont invariants par cette affectation. Alors le problème, c'est que si vous avez des pointeurs et des alias, ben, vous perdez le raisonnement local. Donc ça, c'est l'exemple que j'avais esquissé tout à l'heure. Donc vous avez votre concaténation de liste, L1 concaténé à L2, et puis vous avez un L3 qui pointe au milieu. Donc vous pouvez montrer, si P, la précondition P, c'est L1 représente la liste 1, 2, 3 et L2 représente la liste 4, 5, vous pouvez montrer la postcondition Q, L1 représente la liste 1, 2, 3, 4, 5. Mais si maintenant le fait supplémentaire que vous voulez ajouter par encadrement, c'est L3 représente la liste 3, donc P et R sont vrais comme précondition, mais Q et R ne sont pas vrais comme postcondition parce que R est plus vrai. R a été invalidé par cette opération, alors même que R ne parle que de L3 qui n'apparaît pas dans le code de la concaténation. D'accord ? Donc on a un phénomène d'alias qui fait que le raisonnement local n'est plus possible. Et donc l'idée pour contrôler ça, c'est d'avoir une conjonction P et R qui est un peu plus riche et qui va également parler de l'empreinte mémoire des assertions logiques. Donc en logique de séparation, une assertion logique, donc ça a une valeur de vérité, mais ça a aussi une empreinte mémoire qui est l'ensemble des adresses, l'ensemble des pointeurs, l'ensemble des cases mémoire allouées dynamiquement dont elle décrit le contenu. Et l'assertion de base de la logique de séparation, c'est P contient 0, qui se lit, donc à l'adresse P, il y a la valeur 0. Et l'empreinte de cette assertion, c'est le singleton P. D'accord. Et maintenant, la conjonction séparante, P étoile Q, elle est vraie. Alors, si et seulement si, d'abord P est vrai, c'est quand même une conjonction. Donc P doit être vrai de l'état mémoire courant, Q doit être vrai de l'état mémoire courant, et P et Q ont des empreintes mémoire disjointes. Donc P et Q parlent de zones de la mémoire qui sont disjointes. Et par exemple, P contient 0, étoile P contient 0, c'est faux.
Comme une conjonction normale, c'est vrai. Comme une conjonction séparante, c'est faux, parce que les deux parties de la conjonction ont le même empreinte mémoire P, et donc ne sont pas disjointes. Et si vous avez par exemple P contient 0, étoile, Q implique Q contient 1, si vous avez ça en précondition, ça va impliquer que P est différent de Q, puisqu'il faut que les empreintes mémoire, singleton P et singleton Q, soient disjointes. Bon. Et alors, à coup de conjonction séparante, on peut définir ce qu'on appelle des prédicats de représentation. Par exemple, cette idée qu'un pointeur P représente une liste abstraite, une liste mathématique grand L. Donc une liste mathématique, c'est juste nil et cons. Hein, et donc ce prédicat, il est en train de dire que le pointeur P donc, est la tête d'une liste chaînée bien formée, sans cycle, qui représente la liste abstraite L. Ça se définit inductivement par récurrence sur L. Par exemple, P représente correctement la liste X cons L si P pointe vers une cellule mémoire dont le champ head est X, la tête de la liste, et dont le champ tail est un certain Q, quantifié existentiellement, qui vérifie, conjonction séparante, liste Q de L. Donc Q doit représenter L, et c'est une conjonction séparante, donc les cellules mémoire qui sont ici pour la représentation de L sont forcément disjointes de cette cellule mémoire pour représenter la tête. Et puis le cas de base, c'est si la liste est vide, alors il faut que le pointeur P soit nul, et ça c'est quelque chose qui a une empreinte mémoire vide. Ça ne parle d'aucune case mémoire. Et donc, parce qu'on a des conjonctions séparantes à tous les niveaux, on sait qu'on n'a pas de partage interne. Toutes les cellules de la liste sont 2 à 2 disjointes. Et l'empreinte mémoire de ce prédicat, liste PL, c'est l'ensemble des cellules mémoire qui participent à la représentation de L. Et du coup, on peut enfin donner une vraie spécification à notre concaténation de listes. Donc pour toute liste abstraite L, L', avec L non vide, on va avoir comme précondition que la variable L1 représente la liste grand L. Conjonction séparante, la variable L2, le pointeur L2 représente la liste L'. Et à ce moment-là, on va avoir comme postcondition que la variable L1, le pointeur L1, représente la concaténation L.L'. Et il y a plusieurs choses à noter là-dedans. D'abord, on a une conjonction séparante dans la précondition, qui assure qu'on n'a aucun partage entre L1 et L2. Les cellules mémoire qui servent à représenter L et celles qui servent à représenter L' sont 2 à 2 disjointes. Et on n'a aussi rien sur L2 dans la postcondition. Donc après cette concaténation, L2 n'est plus utilisable comme une liste chaînée bien formée parce qu'elle partage des bouts de L1. Et donc on peut soit utiliser L1, soit utiliser L2, mais pas les deux en même temps, en tout cas pas avec une conjonction séparante. Et donc ici, on a choisi d'oublier L2 et de garder simplement le fait sur L1. Voilà. Et enfin, grâce à cette conjonction séparante, on peut donner une règle d'encadrement correcte. Donc c'est la frame rule, la logique de séparation, et c'est elle qui va permettre le raisonnement local. Et donc si vous avez un triplet PCQ et une assertion R dans laquelle n'apparaît aucune variable modifiée par C, alors vous avez le triplet P étoile R comme précondition, C, Q étoile R comme postcondition. Et effectivement, parce que ce sont des conjonctions séparantes, R ne peut pas être invalidé par l'exécution de C. Et donc, il y a plusieurs idées, plusieurs manières de lire cette règle. La première, c'est on fait du raisonnement local. P et Q, les préconditions et postconditions de C, décrivent les parties de la mémoire qui sont pertinentes pour l'exécution de C. Et donc, par conjonction séparante, R décrit des choses sur d'autres parties de la mémoire, et donc ne va pas être affecté. Et puis, il y a aussi une idée de ressources. On peut dire que P, la précondition de C, ça décrit les ressources mémoire qui sont utilisées par C. Par exemple, le fait qu'on possède une case mémoire, donc on peut la libérer, ou même qu'une certaine case mémoire contient une certaine valeur. Et Q, la postcondition, va décrire les ressources qui sont produites ou rendues par C. Ça peut être de nouvelles cases mémoire qui ont été allouées, ça peut être d'anciennes cases mémoire dont on a changé la valeur. Et R, lui, il décrit d'autres ressources qui sont inchangées, donc qui ne sont ni consommées, ni modifiées, ni produites. Et donc, avec cette règle et cette idée de raisonnement local, viennent aussi ce que O'Hearn et Reynolds appellent les petites règles, les small rules,
Alors, petite, c'est pas au sens que... Enfin, elles tiennent quand même plusieurs lignes, là, sur mon transparent, mais c'est petite au sens où leur précondition et leur post-condition parlent du strict minimum pour donner un sens à la commande élémentaire. Par exemple, pour une affectation, dans le style O'Hearn-Reynolds, on dit simplement qu'il y a une précondition pure qui est que A, le membre droit, vaut n pour une certaine constante n, et qu'après, x va valoir n pour la même constante n. Pour le déréférencement d'un pointeur A, et on met la valeur dans x, on a une précondition qui nous dit que donc, A s'évalue en un certain pointeur P, et, conjonction séparante, P contient V. Donc P est un pointeur valide qui contient la valeur V. Et là, on a comme conclusion que P est un pointeur valide qui contient V. On a consommé, mais on a rendu ce fait, et que x vaut V. Pour une affectation de A' dans l'adresse pointée par A, on a une précondition qui nous dit que P est valide, donc qu'il existe une valeur telle que P contient V, et on rend P contient V. D'accord ? Pardon, oui, où v est maintenant la valeur du membre droit. Pour une allocation de n cases mémoire consécutives, on n'a aucune précondition, et on a une post-condition qui nous dit qu'on a maintenant un pointeur P, tel que les adresses mémoire P, P plus 1 jusqu'à P plus n-1 sont valides. Oui, O'Hearn aime bien parler de langage de très très bas niveau, où la mémoire est indexée par des entiers, et on alloue des blocs de taille n. Mais en revanche, on peut libérer mot par mot. Et donc, libérer l'adresse, le pointeur à l'adresse A, il faut que A s'évalue en un pointeur P et que P soit valide. Et à ce moment-là, on perd le fait que P est valide, puisqu'on a désalloué cette adresse. Voilà, donc ça c'est les règles de base, et après on peut combiner ça avec la frame rule et les règles de la logique de Hoare usuelle pour construire une logique de séparation. Et donc maintenant je vais juste esquisser une formalisation de ça, parce que donc, la semaine prochaine il y a le séminaire de Arthur Charguero qui va vous montrer une construction du même genre pour sa logique CFML. Et lui, en fait, lui utilise un langage qui est plus proche de Camel, donc avec des variables qui sont immuables, mais qui peuvent être des références, qui peuvent pointer dans des cases mémoire mutables. Là, moi, je vais vous esquisser une formalisation qui est à peu près celle des papiers d'origine de O'Hearn et Reynolds, donc qui part de IMP, un langage impératif, et qui rajoute une couche d'allocation dynamique et de pointeurs. Donc, allocation de n mots consécutifs, lecture à l'adresse A, écriture à l'adresse A1, libération de l'adresse A. On a cette vision de très bas niveau que les pointeurs sont des entiers, et donc on va faire de l'arithmétique de pointeurs pendant qu'on y est. Alors, par exemple, construire une liste, une cellule de liste, c'est allouer deux mots, mettre à l'adresse L la tête de la liste et à l'adresse L plus 1 la queue de la liste. Et puis, alors du coup, on a une sémantique opérationnelle avec de la forme à réduction. Une commande et un état mémoire se réduisent en une commande et un état mémoire, sauf que maintenant, il y a deux composantes à l'état mémoire, parce qu'il y a deux choses qui sont mutables. Il y a un store, S, comme avant, qui donne des valeurs aux variables, parce que les variables sont mutables. Et puis, il y a un heap, un tas mémoire H, qui lui donne des valeurs aux adresses, aux pointeurs, et qui lui est une fonction partielle, parce qu'accéder à une adresse non allouée, c'est une erreur, et à domaine fini, parce qu'on veut pouvoir toujours... La mémoire n'est jamais pleine, on veut toujours pouvoir allouer. Bon, donc, je passe, j'ai quelques règles représentatives, et on représente les assertions logiques par des prédicats sur l'état mémoire, comme d'habitude, mais cette fois-là, il y a les deux composantes, le store et le heap. On a des triple efforts de base qu'on définit sémantiquement, d'accord. Si la précondition est vraie de l'état mémoire SH initial, alors la commande démarrée dans l'état SH termine dans un état S', H' qui satisfait la post-condition. Alors on peut montrer toutes les règles de la logique avec cette définition du triplet, sauf la règle d'encadrement. Donc là, on a un problème avec l'allocation dynamique. C'est que si votre commande C a fait de l'allocation dynamique, elle va pouvoir choisir de nouvelles cases mémoire, d'accord. Et elle peut, par accident, choisir des cases mémoire qui, en fait, sont dans l'empreinte mémoire de R, l'autre prédicat, celui avec lequel vous voulez faire l'encadrement. Et du coup, on n'aura plus la conjonction séparante dans la conclusion, parce que le Q et le R de la conclusion peuvent avoir des cases mémoire en commun. Et alors,
dans les papiers d'origine, c'est réglé à grands coups de renommage et de substitution, en disant que les nouvelles cases mémoire, on peut toujours les choisir de manière à ce qu'elles soient en dehors de l'empreinte mémoire de R. Mais en fait, il y a une manière beaucoup plus simple et élégante de montrer ça, qui est de visser en dur, si j'ose dire, la règle d'encadrement dans la définition du triplet. Et donc le vrai triplet fort, c'est de dire qu'on a le triplet de base qui est vrai pour toute conjonction. Donc P étoile R, c'est Q étoile R pour tout R que l'on peut vouloir ajouter à P et à Q par encadrement. Voilà. Et donc, alors j'ai fait un joli petit développement coq de tout ça, que vous trouverez dans le dépôt Git, mais je n'ai pas envie de passer avec vous, et je n'ai pas trop le temps non plus. Donc vous pouvez l'étudier, si vous voulez, ou attendre le séminaire de la semaine prochaine, où Arthur Charguero vous montrera ça, dans un cadre, je pense, un peu plus favorable, où on n'a que un heap, mais pas un store, en particulier, parce que les variables ne sont pas mutables. Bien, et en revanche, je voudrais vous parler un peu de l'étape d'après, qui est la logique de séparation concurrente. Donc, comment est-ce qu'on prend la logique de séparation aide à raisonner aussi sur le parallélisme. Et ça, donc c'est un développement majeur aussi et assez récent. Donc, ça apparaît dans un article de O'Hearn en 2007. Avec la démonstration de correction de cette logique de séparation concurrente qui est faite par Brooks dans un article publié juste après. Donc là, on se place dans un contexte de parallélisme à mémoire partagée. Donc on fait de la programmation impérative, mais on peut avoir plusieurs threads d'exécution dans le programme, plusieurs fils d'exécution. Et ça s'exécute efficacement sur les processeurs multicœurs d'aujourd'hui, d'accord ? Aussi donnent donc plusieurs fils d'exécution qui accèdent à la même mémoire. Et alors une première observation, c'est que à l'aide de la conjonction séparante, on peut très facilement caractériser l'exécution parallèle dite sans interférence. D'accord ? Si vous avez deux threads qui travaillent sur des espaces mémoire disjoints, par exemple, vous avez un grand tableau, vous avez décidé que le thread numéro 1 il va travailler sur la moitié haute du tableau et le thread numéro 2 sur la moitié basse, et comme ça, ils vont pouvoir travailler en parallèle, ça va aller 2 fois plus vite. Eh bien, s'ils accèdent jamais aux mêmes cases de tableau, d'accord, il n'y a pas d'interférence entre les deux exécutions. Sémantiquement, c'est la même chose que de les faire en séquence. Et ça se caractérise très joliment par la logique de séparation. Donc, si vous montrez que votre premier thread C1, il satisfait le triplet, donc P1, C1, Q1, votre autre thread C2, il satisfait P2, C2, Q2, alors vous pouvez exécuter C1 et C2 en parallèle, et puis attendre que les deux terminent, avec comme précondition P1 étoile P2, donc les préconditions sont vraies et séparées, et vous aurez comme postcondition Q1 étoile Q2, les postconditions sont vraies et séparées. Donc ça, c'est le degré zéro de la programmation concurrente. On a du parallélisme, mais on n'a pas de communication ou de synchronisation entre les threads. L'étape d'après, bien sûr, c'est de trouver les règles de logique qui vont bien pour rendre compte de mécanismes de synchronisation et de communication entre threads. Alors, il y en a plein, des mécanismes comme ça. Il y a des mécanismes de haut niveau, comme par exemple les sémaphores ou les verrous, qui permettent de faire de l'exclusion mutuelle, des fils de messages, qui permettent de communiquer de manière un peu plus abstraite. Et puis, il y a aussi énormément de mécanismes de bas niveau qui sont fournis directement par le hardware et qui sont de plus en plus bizarres dans les processeurs modernes. Il y a par exemple des barrières mémoire, des instructions atomiques comme compare and swap, donc qui lit une valeur et puis la modifie de manière atomique. Des choses comme load, acquire, store, release qui sont pas vraiment atomiques, mais qui permettent quand même d'implémenter des choses comme des fils de messages. Excusez-moi. Bref, donc plein de mécanismes hardware difficiles à comprendre et à exploiter de manière correcte. Et donc dans le papier fondateur, O'Hearn montre qu'on peut déjà donner des règles pour les verrous, donc la construction la plus simple. Donc un verrou, c'est quelque chose qui peut être pris par un seul thread à la fois, d'accord, ça permet d'avoir une exclusion mutuelle pour accéder à des ressources, et des cases mémoire typiquement. Et donc l'idée géniale de O'Hearn, c'est à chaque verrou L d'associer une assertion de logique de séparation, inf de L.
L'empreinte de cette assertion va décrire toutes les cases mémoire qui sont protégées par le verrou. Donc, moralement, une fois qu'on a pris le verrou, on peut accéder à ces cases mémoire et on va être le seul à y accéder. En revanche, après qu'on a rendu le verrou, on ne pourra plus y accéder parce que quelqu'un d'autre peut être en train d'y accéder, quelqu'un d'autre peut avoir pris le verrou et être en train d'y accéder. Deuxièmement, l'assertion inf de L, ça décrit aussi des invariants que les utilisateurs de ces cases mémoire doivent préserver. C'est-à-dire quand personne n'a le verrou, inf de L doit être vrai. De telle manière que le premier qui arrive à prendre le verrou sait que l'invariant est vrai. Et du coup, il va devoir le restaurer, rétablir cet invariant avant de rendre le verrou, puisque quelqu'un d'autre, après, va pouvoir prendre le verrou juste après et s'attend à ce que 1 soit vrai. Et ça, on peut donner des petites règles d'une extrême élégance pour ce que je viens de dire. Donc, à tout moment, on peut essayer de verrouiller, de prendre un verrou L. Donc, la précondition, c'est empty, c'est vide. Et là, on va obtenir deux choses. D'abord, on va obtenir le fait que c'est nous qui avons le verrou, l'oct de L, et puis on va obtenir l'invariant de L, qui nous donne donc le droit d'accéder à ces cases mémoire. Et puis maintenant, on peut travailler dans notre mémoire locale et dans cette mémoire décrite par inf de L. Et à la fin, on va rendre le verrou. Alors, d'une part, il faut que ce soit nous qui l'ayons. Donc il faut avoir la ressource locked de L. C'est incorrect de déverrouiller un verrou que quelqu'un d'autre a pris. Et puis, il faut que l'invariant ait été rétabli. Et à ce moment-là, on perd les deux. D'accord ? Et donc la post-condition est vide. Donc détenir le verrou, c'est vraiment être le seul possesseur des cases qui sont protégées. Et rendre le verrou, c'est s'obliger à rétablir l'invariant. Et donc voilà comment, avec quand même des règles très simples, plus cette règle d'exécution parallèle, plus la règle de frame, de la logique de séparation, on arrive à raisonner sur des programmes bien verrouillés, concurrents, mémoire partagée avec verrou, ce qui n'est déjà pas évident. Voilà, donc je crois que oui, je vais passer aux conclusions, et ça laissera comme ça un petit peu de temps pour des questions. Donc un point d'étape, on a vu aujourd'hui les logiques de programme. Et il y a deux visions possibles qui coexistent parfaitement. Il y a la vision axiomatique, vraiment celle de Hoare, qui est qu'une logique de programme, c'est quelque chose qui est défini, qui est postulé avec des axiomes et des règles d'inférence, et qui va ensuite définir la sémantique du langage, en fait, donner un sens aux constructions. Donc ça, c'est à la fois Hoare et Floyd, d'ailleurs, qui ont ce point de vue. Et puis, il y a une vision plus opérationnelle, qui est qu'une logique de programme, c'est un ensemble de théorèmes qui portent sur la sémantique opérationnelle du langage. Donc le langage, il est défini par sa sémantique opérationnelle, mais on a du mal à raisonner sur les programmes juste avec la sémantique opérationnelle. Donc on construit des règles de raisonnement de haut niveau, comme la règle de la boucle while, par exemple, et ça nous aide à ça nous aide à faire du raisonnement sur les programmes. Et ce qui est magnifique, c'est que les deux visions coexistent parfaitement. Il y a une équivalence entre les deux, donc on peut prendre l'une ou l'autre suivant ce qui vous arrange. Ensuite, vous avez vu que les principes des logiques de programme sont anciens. Turing 49, Floyd 67, Hoare 69. Il y a quelques papiers de Dijkstra dans le début des années 70 et on a à peu près tout dit. Bon, sauf la logique de séparation. Donc les principes sont connus depuis longtemps, mais sont longtemps restés purement théoriques. C'était vraiment une amusette d'universitaire ou un sujet d'examen pour étudiants. Voilà un programme de 4 lignes, prouvez-le en logique de Hoare, vous avez 3 heures. J'en garde un très mauvais souvenir. Et en fait, c'est aux alentours de l'an 2000 que la situation a complètement changé, où ces logiques de programme sont devenues utilisables grâce à des outils qui automatisent en grande partie, qui automatisent la génération des obligations de preuve et en grande partie leurs preuves. Donc, typiquement des prouveurs de programmes combinés à des démonstrateurs automatiques, comme donc Key pour Java, Framacy WP pour C, ou Infer chez Facebook pour la logique de séparation. Ce sont des outils qui sont disponibles librement, d'ailleurs. Je vous encourage à les essayer, c'est assez fascinant. Et puis, on peut aussi faire des plongements dans Coq ou dans d'autres systèmes interactifs. Donc, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec nos petites logiques pour IMP. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine dans le séminaire d'Arthur Charguero avec sa logique CFML. Et il y a aussi les travaux en cours sur Iris, qui est une logique de séparation concurrente extrêmement générale que l'on peut inclure dans Coq, qui est construite à partir de Coq. Après, donc, ça reste un domaine de recherche extrêmement actif.
On cherche à étendre ça dans plein de directions différentes, vers plus d'automatisation dans les preuves de programme. Alors ça c'est particulièrement vrai pour la logique de séparation, où le problème de générer les bonnes les bonnes conditions de vérification reste difficile. Et Infer, l'outil dont je parlais, fait des choses extrêmement intéressantes. Il y a aussi les analyses statiques de type shape analysis qui sont fort intéressantes dans le genre automatiser les raisonnements sur les listes, par exemple, simplement doublement chaînés. On cherche à avoir des logiques qui sont plus abstraites et des manières plus génériques de les construire. Donc Iris, dont je parlais tout à l'heure, prend vraiment des approches très abstraites. Par exemple, une logique concurrente en Iris, c'est le résultat de la donnée d'une structure de monoïde et d'une algèbre d'invariants. Vous mélangez les deux automatiquement et crac, ça vous donne une logique de séparation concurrente. On veut vouloir raisonner sur d'autres sortes de ressources, pas juste les cases mémoire, mais par exemple des fichiers dans un système de fichiers, ou bien le temps d'exécution aussi. C'est une ressource, le temps, même précieux. Et on peut raisonner avec des conjonctions et des conjonctions séparantes sur des crédits de temps, par exemple, et ainsi avoir des raisonnements sur le temps d'exécution, au moins la complexité en temps des programmes. Et puis, il reste quand même ce problème de raisonner sur le parallélisme de bas niveau. Donc, je vous ai montré les verrous et les sémaphores, mais justement, des instructions comme les barrières mémoire, ou enfin, ce que vous trouvez dans les processeurs modernes, avec leur modèle mémoire faiblement cohérent, ça reste encore difficile d'en rendre compte dans des logiques de séparation concurrentes. Et donc, il y a beaucoup de travaux en cours là-dessus. Voilà, et pour finir, donc quelques pointeurs vers la littérature si vous voulez en savoir plus. Donc sur la logique de Hoare et sa mécanisation, c'est bien fait dans le textbook de Peirce, aussi dans celui de Nipkow et de Klein. Il y a un très bon article d'introduction de Peter O'Hearn sur la logique de séparation. Et puis sur la logique de séparation concurrente, il y a aussi plusieurs cours que vous pouvez regarder pour en savoir plus. Voilà, je vous remercie.